Ok. Aujourd'hui, on a la démo sur les pointeurs, les classes, les références, les constructeurs et destructeurs. Euh, Comme d'hab, vous allez sur le... Attendez, je vais mettre le chat aussi. Euh, Ok, comme d'hab, vous allez sur le site d'Eric Baudry sur le labo 2. Pour les messages, des gens qui m'envoient des messages là sur le Zoom, je répondrai à ça à la fin de la démo. Parce que c'est des messages par rapport au Discord là, pour ceux que ça intéresse. Euh, ok, donc vous allez sur le site de Baudry, faites comme d'hab, vous prenez le premier morceau de code, donc là on nous demande de créer un fichier labo2.exercice1.cpp, et on demande la question en tant que telle, c'est déjà faut pas compiler le code au début, on va analyser le programme et on va prédire ce que fait le programme. Euh, Est-ce que quelqu'un veut essayer de prédire le programme? Est-ce que quelqu'un a des commentaires, des remarques, des suggestions par rapport à ce que va faire ce programme en tant que tel? Personne n'a de suggestion. Afficher les valeurs et les adresses des variables Ok, ABCD. ok, exactement. C'est au début on a déclaré les 4 variables 1, 2, 3, 4 et on associe à ces variables des pointeurs. Donc PA qui est le pointeur de A et qu'on associe à A, ainsi de suite. Et ça pour les 4 valeurs qui sont ici. La déclaration en une ligne ici, ça déclare juste le pointeur PD qui est un pointeur de int vers la variable D. Okay, c'est juste on l'a mis sur la même ligne, on aurait pu mettre toutes les valeurs sur la même ligne, ça aurait fait exactement la même chose. Pour le premier affichage stayout, donc ça va afficher les valeurs et ensuite les valeurs d'adresse de pointeur. Donc ça c'est relativement facile. Après en fait la question c'est qu'est-ce qui va se passer à partir du moment où on va dire que valeur pointeur A est égale à 4. Donc là en fait c'est quelle valeur qui va être retournée, qui va être définie comme étant égale à 4. Euh, En tant que tel là pour essayer de comprendre un peu là, c'est si vous faites étoile PA égale 4, vous modifiez pas l'adresse du pointeur, ok? L'adresse du pointeur, théoriquement, vous pouvez pas la modifier. Ce que ça fait, c'est que ça va chercher, comme une variable normale, comme vous ferez en Java ou n'importe quoi, là, c'est que ça va chercher la valeur qui est pointée par le pointeur. Donc là, c'est la valeur de A qu'on va mettre égale 4. Donc en soi, ce que ça veut dire, c'est valeur de pointeur égale 4, ce qui veut dire que esperluette A égale 4, donc A égale 4. Donc ouais, ça veut dire que le deuxième cout ici, la valeur de A sera égale à 4 à ce moment-là. Ça, normalement, c'est relativement simple, il n'y a pas de problème avec ça. Ensuite, la ligne 17, on a PA égale PB. Donc là, dans ce cas-là, ça veut dire que la valeur, le pointeur PA devient le pointeur PB en fait, ok? C'est pas dans l'autre sens là, c'est pas PB qui devient PA, c'est PA qui devient PB. Donc ça veut dire que PA, à partir de ce moment-là, il va pointer vers PB, ok? Donc maintenant, si on fait exactement la même chose qu'avant, donc PA égale 8, comme on a fait exactement au-dessus, ça va être exactement la même logique, c'est la valeur qui est pointée par A, donc qui est pointée par le pointeur A, qui va devenir égale à 8, ok? Sachant qu'on a mis au-dessus que PA est égal à PB, ce qui veut dire que c'est la valeur qui est pointée par PA qui est égale à 8, sauf qu'à ce moment-là, la valeur qui est pointée par PA, c'est plus A, ça devient la valeur B, ok? Donc c'est la valeur PA qui est égale à 8, sauf que étoile PA, à ce moment-là, c'est esperluette B, qui est égale à B. Donc en théorie, ici, ça devrait nous afficher 4, 8 et les valeurs de C et D, qui sont 3 et 4. Et les valeurs de pointeur devraient changer puisqu'on a fait une modification de l'adresse pointée par PA. Ensuite, pour bon, l'assignation, c'est égal 10, hein, donc ça c'est pas un problème ça. Ça c'est standard comme dans tous les langages de prog qu'on utilise. Et ensuite ici, on dit que D était plus égal la valeur pointée par son pointeur. Donc finalement, ça fait juste D égale D plus D. Donc ça fait D égale 8. Ok. Ça équivaut à D est égal à D plus D, qui équivaut à D égale 8. Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette analyse? Est-ce que quelqu'un a des questions, remarques, suggestions par rapport à ça? Moi, j'ai une question. Ouais. Je suis pas sûre de comprendre le PA égale PB. Si tu Euh, peux réexpliquer. ok, PA égale PB, là ce que ça fait c'est, on a déclaré PA qui pointe vers la valeur A, et on a déclaré PB qui pointe vers la valeur B. Ok. Là ce que ça fait c'est, on dit que PA est égal à PB, ok. Donc pointeur égale pointeur, donc finalement ça équivaut à juste dire que pointeur PA, tiens attends je peux l'écrire, ça veut dire que le pointeur PA est égal à pointeur PB, donc ça veut dire que pointeur PA
est égal à la valeur pointée par B en fait. Espialuette B en fait tout simplement. C'est en fait tu fais la concaténation de ces deux lignes finalement. Puisque si tu prends l'équation qui est au-dessus, on a mis que pointeur PB est égal à espialuette B. Donc en fait si tu remplaces juste pointeur PB, bon théoriquement il n'y a pas les étoiles mais c'est des pointeurs malgré tout là. Et du coup, il y a plus rien qui pointe vers PA. On a plus de... Ouais c'est ça, on a plus de pointeurs qui pointent vers PA, exactement. Ok, merci. Mais la valeur A existe toujours en mémoire parce qu'on l'a déclaré à la base comme étant un int. Elle existe en mémoire, mais on l'utilise vraiment pas nulle part parce que maintenant, tu vas pointer la valeur de PA vers PB. Fait que si tu colles PA, ça va donner la valeur de PB. PB. Exactement. Ok, parfait. Mais donc en fait, quand on va appeler le cout de A égale A, bah on a quand même la valeur de A parce qu'on n'appelle pas le pointeur de A. Mais quand on va aller chercher le cout de l'adresse PA, ça va nous donner en réalité l'adresse PB puisqu'on a mis une égalité ici. Ok, à partir de là, il nous demande de compiler le programme. Juste, je vais vous envoyer le makefile. J'ai préparé le makefile. Je sais pas si ça va sortir bien dans le... Ouais, ça marche. C'est le makefile qu'on va utiliser pour le labo là. Vous pouvez l'utiliser. Un dernier point sur les makefiles. Là j'ai fait l'effort d'écrire à chaque fois lab2 exo1, lab2 exo1, ainsi de suite. Makefile nous propose des commandes un peu des alias entre guillemets là. En fait c'est ce que vous pouvez faire dans le terminal, c'est là par défaut je peux écrire make et aller chercher mon lab2 exo 1, ok. Si je fais ça, ça va exécuter ma target que j'ai inscrite dans mon makefile. Donc dans ce cas là ça va exécuter la commande g++ avec les options -o ainsi de suite. Ce que vous pouvez faire aussi c'est juste appeler directement. Admettons là je supprime ma target lab2 exo1, okay. Et j'appelle la target, j'appelle make le nom du fichier .c++. Okay. Je l'avais déjà compilé. Si je la réexécute, pourquoi il marche? Et ça marche jamais quand je veux que ça marche. Ok voilà ça. Si je l'exécute sans le directement make lab2 exo1, sachant que j'ai plus de target lab2 exo1, par défaut makefile exécute la commande g++ lab2 cpp-o lab2 exo1. Ok. Donc en fait ça veut dire qu'en soi vous n'êtes pas obligé d'écrire les targets par défaut. La différence c'est que si vous écrivez là vous pouvez mettre en paramètre les options pour avoir les options de compilation, de debug et optimiser comme on a vu la semaine dernière. Donc ça vous permet, même si vous n'avez pas de makefile, de quand même pouvoir utiliser la commande make pour compiler vos exécutables. Et là donc j'ai directement le lab2 exo1. Et donc quand je l'exécute ici, ça me donne mes valeurs comme ce que je m'attendais à avoir. Donc là si on regarde les valeurs, les premières, donc ABCD, donc on a bien 1, 2, 3, 4. Les valeurs des pointeurs, bon ça c'est des adresses mémoire, ça n'a pas tant d'intérêt en tant que tel. Donc après on voit qu'à partir de la deuxième ligne, on a bien la valeur pointée. C'est quoi déjà on a donc donc là on a directement la valeur A qui est égale à 4. Ensuite on a donc B, C, D qui n'ont pas été touchés. Et les pointeurs à ce niveau-là on n'a pas touché aux pointeurs, donc la valeur de cette ligne de pointeur est exactement la même qu'au-dessus. Si on regarde maintenant notre PA égale PB, on voit que notre adresse de pointeur PA avant se terminait par C08 et maintenant elle termine par C0C qui est en fait l'adresse du pointeur B. Donc on a bien la modification qui a été faite comme ce qu'on avait prédit. A est quand même resté la valeur 4 et B est devenu la valeur 8 parce qu'on a dit que la valeur pointée par A est égale à 8. Donc si on regarde c'est 100% normal parce que la valeur pointée en mémoire par A c'est cette adresse là qui est l'adresse de PB qui est en fait là où est stockée la valeur B. Et ensuite pour le dernier on voit que on n'a rien modifié pour le dernier, on a juste fait un C égale 10, donc on a C qui devient égal à 10 et D qui est égal à plus égal le pointeur D, donc D est égal à 8. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ça? En fait, c'est juste de la redirection de valeur à travers les pointeurs. C'est vraiment ça. Là, tu passes une valeur vers, admettons, A, puis là, A vaut ce que B vaut. Fait que là, ça va changer. En tout cas, dans ma tête, ça fonctionne, là, mais en gros, c'est vraiment de la redirection de valeur dans des pointeurs. Ouais, en fait, c'est ça. Faut les pointeurs et les références, là, faut le comprendre comme étant que si vous faites un int A égale 1, 2, 3, 4, 5, ça met dans un espace mémoire un endroit, ça dit ok, A égale 1, et à chaque fois que vous appelez A, ça prend directement cet espace mémoire, ok. Votre pointeur PA, ce que c'est en tant que tel, c'est juste un endroit dans la mémoire qui dit ah ok, la valeur A, elle est là-bas. Et en fait, ça pointe vers l'espace mémoire de A,
Donc l'espace mémoire de A au début c'est 0x7 FFF 0C08 à la fin. Votre pointeur, son seul objectif c'est de dire ok la valeur A elle est là-bas là. Donc en fait à partir du moment où vous faites PA égale PB, bah PA c'est l'assignation de valeur en fait. Si PA c'était une valeur d'adresse là qui a un chiffre en hexa, qu'on lui dit bah maintenant tu deviens le contenu de PB qui est un pointeur B qui lui aussi est une adresse en hexa, les types de variables ils matchent, du coup bah genre ça remplace le contenu, ok. Donc maintenant PA il a oublié son adresse d'avant et il fait ah ok bah genre moi la valeur que je pointe c'est cette adresse mémoire ici. Faut vraiment juste comprendre que c'est, imaginez ça comme une grosse flèche dans votre espace mémoire qui dit ok moi je pointe là-bas, genre. La valeur que tu cherches c'est là-bas et tu peux le temps que tu le déplaces, que tu changes vers d'autres espaces mémoire, c'est bon, tu vois. J'espère que ça fait du sens ce que je raconte. Ouais, merci beaucoup. Ok. Donc ça c'était seulement la partie exo 1 là. Donc on peut remettre la target du makefile. Ensuite la partie 2. Tac 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 tac. Ok. La partie 2, on nous demande simplement de récupérer ce code et est-ce que ce code va compiler. Bon, théoriquement, si vous avez un éditeur de texte un peu intelligent, là vous voyez que le titre est en rouge, là vous avez une petite annotation en dessous, et là si on met la souris par-dessus sur VS Code par exemple, c'est nommé Initial Value of Reference to Non-Counts must be L value. Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que c'est? C'est pas l'histoire que les références, il n'y a pas besoin de mettre l'esperluette devant. Ouais, en fait c'est ça, c'est parce que si vous mettez... en fait, la correction rapide de ça, là, c'est juste vous enlever l'esperluette, parce que c'est comme ça et ça fonctionne. Mais en tant que tel, c'est parce que si vous mettez la raison exacte, là, c'est un peu complexe comme truc, là, je sais pas trop pourquoi ils font ça, mais si on fait si on essaie de compiler cet exo 2 en tant que tel, l'erreur exacte c'est on essaie de faire une conversion pointeur vers un int. Parce que en fait si on fait on a déclaré B comme étant un int, ok, B égale 2. Donc ça veut dire que si on fait, quand on appelle étoile et esperluette, ça fait un référencement et un déréférencement de la valeur. Donc ça veut dire que je pars d'un int, j'appelle l'opérateur esperluette dessus, ça fait un déréférencement de ma référence, et le déréférencement de ma référence, ça devient un pointeur. Il faut comprendre que la relation entre les deux est 100% symétrique. Donc en fait, j'aurais pu faire... Normalement ça devrait marcher, c'est ça. Je peux faire un pointeur de déréférencement de pointeur. Enfin de référence. Et donc là, c'est là que C++ devient un peu perturbant. C'est que je peux le faire absolument à l'infini. Je peux le faire à l'infini, ok. Ça veut dire que parce que c'est une relation 100% symétrique, ok. C'est comme si vous faisiez plus 1, moins 1, plus 1, moins 1, plus 1, moins 1. Tant que vous le faites le même nombre de fois, votre résultat c'est toujours 0 là, ok. Donc là, si je fais un pointeur de déréférencement du pointeur du déréférencement du pointeur du déréférencement et ainsi de suite, à la fin, je termine avec une référence. Donc quand je dis que mon int référence de RB c'est la référence de B, ça fonctionne. Est-ce que tout le monde comprend ça? Oui, mais j'ai une petite question, mais en fait, si on enlève tout ça en arrière, l'arrière de B, puis on met un accolade devant B, Comme ça? non, pas comme ça, je dirais comme j'entends dans le chat, genre, je dirais comme ça. Ok, mais là tu veux créer là si tu fais ça, tu crées un tableau. Là, ça doit fonctionner. Même si on enlève tout en arrière de B, Euh, Bah même si t'enlèves tout en arrière de B là, toi ce et que, on enlève. toi, ce que tu Ok, voudrais c'est d'accord. juste comme ça avec... Ouais. Ok, je sais pas pourquoi ça a déclenché chez moi, mais ok. Bah théoriquement ça peut pas fonctionner parce que B à ce moment là tu l'as déclaré comme étant un int. Donc Ok. ton int si t'appelles l'opérateur crochet crochet qui est pas défini sur un int. Mais si B c'est un char, par exemple, Bah B c'est... ça va Ok mais dans ce fonctionner. cas là c'est différent parce que si B est un char, un... Ok attends on va tester. Char Toto, admettons. Et donc là tu voudrais faire un Toto crochet. Ouais. Non, bon, ok. Dans ce cas là, bah, non c'est parce que je mets un pointeur de int aussi, mais là ce serait un char RT par exemple.
D'après moi, ça fonctionnerait pas non plus, mais faudrait. Ok, faudrait que ce soit un pointeur. Là, je sais pas exactement comment ça fonctionnerait ça. Je t'avoue, là, faudrait que je regarde, faudrait que je regarde en ligne pour trouver. Merci. Euh, donc, en gros, on a le code à la base, c'était. Ok, c'était la référence ici. La première option, donc soit vous enlevez l'esperluette, soit vous rajoutez une étoile devant. Les deux sont des solutions valables, mais théoriquement, enlever l'esperluette est plus simple. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Ensuite, la suite du programme, c'est exactement la même chose que le premier. Là, c'est juste que là, la valeur pointée par A en égale 4. Donc là, c'est A qui va passer à une valeur de 4. Ensuite, RA égale RB, on fait exactement la même chose. C égale 10, D plus égale la valeur pointée par D. La grosse difficulté, c'était vraiment de comprendre cette histoire de déréférencement de référence. Et donc là, on peut faire un petit make, on peut exécuter le programme, ça nous met toutes les valeurs ici. Là. Donc au début on a A qui devient 4, puis après on a A qui pointe vers B, donc A devient 2, B devient 2 aussi parce qu'il reste 2, et A égale 2, et ainsi de suite. Et après on a C qui devient 10 et D qui devient 8. J'ai une question. Ouais. Dans le cours, il est écrit que on peut jamais changer l'adresse d'une référence. Et est-ce que quand on fait RA égale RB, c'est pas un peu ce qu'on fait? Parce que du coup, ça réfère maintenant B et plus A. Ou alors c'est moi qui comprends mal. Mais en fait à ce moment-là, RA c'est pas des adresses, c'est pas des pointeurs, c'est des références. Donc en fait c'est juste tu modifies pas l'adresse mémoire en tant que telle. Parce que A égale 1 et référence RA égale A. En fait, ça équivaut à déclarer une nouvelle variable qui s'appelle RA qui est égale à A en fait. Là. Je sais pas si je réponds bien à ta question ou si j'ai mal compris. Ok, donc en fait, RA en soi garde la même adresse mémoire, mais c'est juste qu'on modifie la valeur de la référence. Genre, c'est. Enfin, comme si on modifiait du coup A lui-même, non? Ouais, c'est ça. Parce que en fait, tu Ok, modifies pas tu touches pas à des adresses mémoire en fait à cet endroit-là. C'est pas un pointeur, c'est juste une référence. ok, merci. J'ai compris. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ça? Good. Donc on nous demande d'essayer ok, on nous demande de modifier le programme, de le compiler, d'essayer de comprendre le message d'erreur. Parfait, ça on l'a fait. Appliquer la correction minimale, c'est fait. Hop, l'exécution et prédire l'exécution. Ok, donc ça c'est tout pour la partie 2. La partie 3, ok, là on va s'amuser avec les types de passage de paramètres. Donc tac tac tac, on prend la partie 3. Est-ce que c'est le code par défaut ça 1, 2, 3. Ok, parfait. Là, hop, on fait un petit make clean. Ok, là, la partie 3, c'est on a simplement une fonction main avec des valeurs int v1, v2, v3, v4, v5. Non, avec un pointeur p5 pardon, qui pointe vers la valeur référence de v1. Et on appelle une fonction test avec plusieurs paramètres. Donc le premier paramètre c'est un int tout simplement, un pointeur, une référence et une référence, des référencements d'un pointeur. La question en tant que telle c'est que sont les valeurs v1, v2, v3, v4, v5 ainsi de suite avant l'appel de la méthode et quelles sont les valeurs après l'appel de la méthode. Ça normalement c'est ce qu'on appelle la gestion de scope que vous avez vu dans pas mal après tous les langages du bac là. Donc ça vous l'avez vu en Java, ouais, fait pas mal que du Java là. Donc en fait ça veut dire que si vous passez en paramètres votre méthode test, là vous passez v1, donc la première valeur, on va faire les variables une par une. La première variable v1, donc qui est un int a, donc là c'est vous passez un int à votre fonction. Si vous modifiez cette valeur, on est d'accord que la modification de cette valeur sera seulement dans le scope de votre fonction. Okay, donc là on fait un a égale 11, ça veut dire que dans la méthode, donc dans la fonction pardon, a sera égal à 11, mais dès qu'on va sortir de cette fonction, v1 sera toujours égal à sa valeur initiale qui était de 1. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ça? Est-ce que c'est parce que c'est le constructeur par copie? euh, Que c'est la même chose que quand on crée des classes puis qu'on utilise le constructeur par copie ou c'est comme pas de rapport? Je crois que oui. En fait, c'est ça, théoriquement, c'est un passage. Ouais, parce que c'est le constructeur par copie qui est appelé
vu que tu passes le... Ouais, exactement, ouais, c'est constructeur par copie qui est appelé. Parce que ton objet c'est un int, donc ça va appeler constructeur par copie du int. Donc à ce moment-là, ça va transférer la valeur de v1 qui est égale à 1 vers la nouvelle variable a qui a été créée au moment de l'instanciation de la méthode. Ok, parfait, merci. Ok, ensuite si on part avec v2, à ce moment-là, au début v2 c'est égal à 2, et là on passe le déréférencement de v2, donc ça veut dire qu'on lui passe un pointeur. Ok. Une petite règle que vous pouvez vous donner pour vous simplifier la vie quand vous déclarez vos méthodes et quand vous les appelez. Si vous déclarez une méthode qui prend un pointeur int, ça veut dire que dans votre appel, vous passez l'esperluette d'un int. Ok. Comme ça va chercher le pointeur. Faut vraiment comprendre la gymnastique de référencement, déréférencement de valeurs entre les deux. Si à chaque fois vous dites ok j'ai une étoile en haut, je mets une esperluette en bas, ça va fonctionner. Donc là on va lui envoyer un pointeur, donc le pointeur B, qui est en fait l'adresse pointée par l'adresse mémoire de V2 finalement. On lui passe l'adresse mémoire. Ici on fait B++. Ok. Ici tout ce qu'on a fait c'est exactement la même chose qu'avant, c'est on a beau lui avoir donné un pointeur, on fait un pointeur plus plus, tout ce que ça change c'est l'adresse locale qui est pointée par le plus plus. C'est juste ça va décaler d'une valeur pardon. Mais en soi on n'a pas changé la valeur V2. Est-ce que c'est bon avec ça? D'ailleurs, ensuite, il y a un truc que vous pouvez essayer de réfléchir là, c'est on a un pointeur int, ok. Si on fait B++ en termes d'adresse mémoire, ça va décaler de combien l'adresse mémoire? Votre pointeur, il prend quel espace mémoire là en tant que tel? Si vous faites plus, ça va à quel espace mémoire ensuite là? Je vous laisse réfléchir, je vous montrerai le truc après là. Pour la valeur v3, on a exactement la même chose qui s'attend à recevoir un pointeur. Donc v3 était un int, on passe le déréférencement, donc l'esperluette v3. Et à ce moment-là, on fait étoile c3 égale 13. Dans ce cas-là, ça veut dire que si on avait fait c égale 13, dans ce cas-là, on aurait dit genre la valeur d'adresse de c égale un int 13 qui part en hexadécimal. Je pense que ça aurait pété si on fait ça. Si on fait juste ça, normalement c'est censé péter parce qu'on essaie d'attribuer un int à un pointeur int. Ok, donc ça c'est pas bon. Mais là si on fait donc là on fait étoile c. Donc en gros on va chercher la valeur qui est pointée par c, qu'on dit qui est égale à 13. Donc c'est à dire qu'on a passé à notre méthode, on lui a dit tiens ça c'est le pointeur de la variable c. Et nous on fait ok bah la valeur pointée par ce pointeur, je veux que tu me la changes, tu me la mets 13. Donc c'est à dire que non seulement on va changer la valeur change la valeur qui est pointée par c localement pour la méthode forcément, mais aussi pour le main, parce que il n'y a qu'un seul espace mémoire. Il y a un espace mémoire où ce int est égal à la base égal à 3, et maintenant on dit ah ok c'est égal à 13. Quelqu'un a une question par rapport à ça ou pas? On va dire que non. Attends, il faut que je fasse un truc. Solution là 2, ok. Ensuite, pour la variable, donc on a fait la v3, hop, v4. Ok, v4 ici, par défaut on a dit que c'était un int, ok. Là on s'attend à recevoir une référence vers ce int, donc qui est la valeur d. Donc ça veut dire que si avant c'était une valeur normale, hop, on passe directement v4 pour l'appel de la méthode. Une fois qu'on arrive dans cette méthode test, dans ce cas-là, on fait d égale 14. Ça veut dire que ici on va changer la valeur qui est référée par d. Donc ça veut dire donc ça veut dire qu'à cet endroit-là, la valeur d elle sera égale à combien? À 14. La valeur d sera égale à 14. Exact. Je vérifie juste à côté pour être sûr que je raconte pas n'importe quoi. Ouais, c'est la valeur d sera égale à 14. Question? Moi, j'ai de la difficulté à comprendre la différence entre le C et le D. Entre C et D. Ben, entre la valeur pointée et la valeur référée, genre, est-ce que ça veut dire vraiment pointé et référé? Ben, je vois pointé là, mais référé, j'ai vraiment de la difficulté. Ben, en fait, si tu comprends la valeur pointée, tu comprends que C, à ce moment-là, c'est un pointeur. En fait, faut voir la flèche dans les deux sens, en fait, finalement. Tu sais, t'as ton C, c'est un pointeur, donc C est à gauche qui pointe vers la étoile C. Ben, en fait, tu peux faire la même chose dans l'autre sens, en fait. Si par défaut, tu l'avais donné, si tu l'avais donné directement la valeur, tu pouvais faire
esperluette D pour refaire la relation dans l'autre sens en fait. Ok. C'est vraiment l'aspect de référencement, déréférencement. Mais ici, on lui a passé l'adresse V3, on lui passe l'adresse mémoire à notre méthode. Là, en lui passant V4, on lui passe directement l'endroit mémoire en fait. Sans que ce soit un pointeur, on lui donne directement la référence en fait. On lui dit si tu veux modifier D, là, c'est une référence, donc c'est genre, tu vas le modifier directement ici. À ce moment-là, Ok. si je me trompe pas, est-ce qu'il y a un moyen de... Est-ce que je peux faire... Est-ce que je viens de péter mon... Ouais. Mais genre, si tu printes, ben, tu sais, je pourrais le faire de mon côté là, mais Ouais, je vois ce si que tu printes Esperluette D, est-ce que ça va être une adresse ou est-ce que ça va être un chiffre? Euh, Parce que D, ça va être un chiffre, non? Vas-y, on va tester, je suis pas mal certain... Ouais, est-ce que ça prend un peu... Attends, ça me prend la tête là. Ok, si on compile, là on est sur le lab 3. Ok. Là... Ouais, il y a des prints de partout en fait, c'est pas intelligent ça. Tac. Tac, tac. Ok. Là, si on l'exécute, ouais, faut que je mette un NDL ici pour voir la différence. Ok. D en tant que tel, c'est la valeur 4. Ok. Parce qu'on a passé V4. Donc tu donnes donc D égale 4. Et esperluette D, c'est le déréférencement de D. Et en fait, vu que D à la base c'était V4, le déréférencement d'un int, c'est le pointeur du int. Donc c'est l'adresse mémoire. Ok, mais un pointeur, Un pointeur, ça va comme toujours être une adresse mémoire. si on faisait le déréférencement d'un pointeur, est-ce que ça nous donnerait l'adresse de ce pointeur? Le Pas dé... l'adresse de la variable pointée, mais comme. En fait, C'est pas- tu veux dire un... toi, attends, ce que tu demandes, c'est étoile D. Ouais, Étoile D, ça va te donner le... Enfin, ça va même pas compliquer en fait. ok. Enfin, remarque, parce que D ici est un déréférencement. Étoile A, par exemple, parce que A est un int. Étoile A, ça va pas compiler non plus, parce que ça va être esperluette A, en fait, qui va te donner l'adresse. Ok, Si je fais un ok, d'accord. make et que je le compile, là, A, ça me donne le... Donc 4, c'est le D, et ça, c'est l'adresse de A, en fait. Ok. Ok, c'est bon, merci. Good. Donc ça, c'était pour la valeur D. Et maintenant, pour E égale C, sachant que E, donc c'est un pointeur qu'on passe P5, qui pointe vers la valeur V1. À ce moment-là, en fait, bah, on change tout simplement l'adresse. On change l'adresse qui est pointée par ce pointeur. Donc le pointeur P5 va pointer vers C. Et en fait, C ici C est un pointeur. Donc en fait, on fait une égalité entre pointeurs. En fait, on modifie l'adresse pointée de P5 vers l'adresse C. Donc en fait, c'est le. Bah là, en fait, en compilant, j'ai déjà montré le code 3 fois en fait, mais c'est les premières valeurs au début donc sont bien égales à 1, 2, 3, 4 et 1. Parce que P5 pointe vers la valeur V1 qui est 1. Et ensuite, donc comme on a dit, donc V1 qui n'est pas est modifié localement, donc il n'y a pas de changement. V2, c'est un changement. B, pardon. C'est un changement de l'adresse locale, donc finalement il n'y a pas de changement après. On a C qui est égal à 13, parce que comme on l'a dit, D égale 14, et E qui dans ce cas-là, au lieu de pointer vers V1, va pointer vers C, qui lui a été modifié pour être égal à 13, donc P5 pointe vers la valeur 13. Mais du coup, E en soi, c'est la référence d'un pointeur, du coup? E, Et comment il a été défini? tu parles de la définition ici, Non, dans la fonction test, enfin, dans la la méthode fonction. test. Ouais, en fait, c'est à cet endroit-là, c'est le pointeur d'une référence. Ok, pointeur de référence. Je. euh, Parce qu'en soi, on lui donne un pointeur, du coup. Enfin, ouais, bah, j'ai du mal à comprendre. en fait, c'est applique la logique de là à test, je lui passe P5, ok, qui est un pointeur.
Donc si on regarde le type exactement, c'est un int étoile. Mhm. Ça veut dire que le paramètre, ça va être un int étoile esperluette. Tu rajoutes l'esperluette en d'accord. plus. D'accord, merci. Le terme exact, et vous avez les... Ça sera vraiment mieux expliqué dans le PDF de cours, je t'avoue. J'ai pas relu ça exactement là, donc je préfère rien dire là. Que... On va laisser ça comme ça là. Est-ce que quelqu'un a une autre question par rapport à cet exercice? Ensuite, un test qui est marrant, quand on fait B++ ici, là, juste pour vous montrer, là, si on fait un cout de B ici, et qu'on le fait juste après, qu'on l'exécute, là, en fait, vous voyez que votre pointeur à la base, il termine par 634, et à la fin, ça termine par 638, parce qu'on a fait un plus. Ce que vous faites, quand vous faites plus sur un pointeur, ça le décale d'un espace mémoire en tant que tel. Si je me trompe pas, ce que ça veut dire, c'est que les ints sont encodés sur 4 octets. Je crois que c'est ça. Si je me trompe pas, faudrait vérifier là. Parce qu'après, ça dépend des... C++, int, size... Ouais, ok, ça, c'est bien codé sur 4 bytes. Donc en fait, si vous faites un plus, ça va à chaque fois décaler de 4 bytes dans votre espace mémoire. Et donc ensuite, si on le teste ici... Bah ça, on l'a déjà vu que V2 avait pas changé. Hein. Ouais, non, c'est bon, parce qu'après c'est V2. Good. Ensuite, ensuite, on arrive à la partie 4. Donc là, on attaque les classes constructeurs et destructeurs. La partie 4, 4, type de paramètres, non. Ok. La partie 4, on vous demande de créer le fichier .h. Donc ça, en fait, c'est exactement le même fichier qu'on a vu la semaine dernière. Donc ça, il n'y a rien qui a changé à ce niveau-là. Il y a peut-être le destructeur qui est apparu, remarquez. Je sais plus si on avait... ouais, ok, on a enlevé un constructeur et on a rajouté le destructeur. Ok. Donc, juste vous copiez-coller le code de votre côté. Et ensuite, on a .cpp qui a un petit peu changé en soi. On a perdu notre fonction de distance qu'on avait fait la dernière fois. Donc ça, va falloir la refaire à un moment du labo. Et on nous demande de créer le fichier labo2 exo4a.cpp. Ok. Hop, juste faire un petit clean. À cet endroit-là, que fait cette méthode? Donc le fichier compiler exécuter. Ok, donc là, on crée un point A. Ensuite, on crée un point B avec les valeurs par défaut 3 et 4. Et on demande de calculer la distance A, distance B. Oubliez pas que par défaut, on a dans point H, on a le constructeur par paramètre qui prend des valeurs par défaut. Ça veut dire que si vous ne donnez pas de valeur à x ou y, dans ce cas-là, x et y va égaler à 0 et 0. Tac, attendez, excusez-moi, hop, on est là. Okay, si on faisait pas ça, s'il n'y avait pas les valeurs par défaut de x et y dans un constructeur, si tu pourrais pas compiler en faisant a point de distance. Parce que ton point A, il pourrait pas exister. Si on mettait pas les valeurs par défaut, je pense que ça compilerait quand même. Parce que... ok, bah on va le tester en fait, hein, ça va être très simple. Tac. Donc là on fait un make labo 4a. Ok, non effectivement ça compile pas. Parce que... ouais, ok. Ok, ça c'est un problème qui peut arriver souvent dans vos codes là. Là en fait on a déclaré la classe point. Mais en fait notre point, on a un constructeur par paramètre, un constructeur par copie, et le destructeur. Ça veut dire que si vous appelez juste point, il vous manque un constructeur qui est le constructeur sans paramètre. Donc en fait là en mettant des valeurs par défaut à x et y, ça vous génère en arrière, ça vous génère le constructeur sans paramètre en fait parce qu'il est intégré dans le constructeur par paramètre qui a des valeurs par défaut. Donc en fait si vous voulez que ça compile sans les valeurs par défaut, il faut faire un constructeur sans paramètre. Donc là juste en rajoutant cette ligne ici, mon code fonctionne, mon code est compilable, mais à l'exécution de mon code, bah ça va marcher. Ouais, ça va, oui, ça va marcher. Parce qu'en fait, à l'exécution du code, le problème c'est que quand on crée notre objet point, les attributs sont instanciés, mais en fait c'est des valeurs par défaut qui sont ajoutées.
Là ça met 0 en fait parce que tout simplement parce que la méthode distance retourne 0 elle est pas faite là. Donc en fait peu importe, on va même pas chercher les attributs A et B. Mais théoriquement A et B ont des valeurs par défaut, qui sont les valeurs de l'espace mémoire par défaut dans lequel ils sont assignés. Donc si je vais chercher, si on retourne chercher le calcul de la distance, tac tac, parfait, et là il va nous manquer un include de maths. Math.h. J'ai rajouté la même méthode qu'on a fait exactement la dernière fois. Si maintenant je recompile mon code et que je refais exactement la même commande, il me donne malgré tout la bonne distance. Ça veut dire qu'ils sont quand même initialisés à 0,0 par défaut. Intéressant. J'ai une question aussi. Ouais. Pour, du coup, dans point.h, enfin, pour les constructeurs, en fait, Ouais. si on définit le constructeur par défaut, donc sans paramètres, et le constructeur donc de deuxième ligne, double x, double y, mais en mettant double x égale 0 par défaut et double y égale 0 par défaut, du coup, il va utiliser lequel, en fait? Ça va causer une erreur parce qu'il ne saura pas lequel choisir. Exactement. En fait, c'est à ce moment-là, tu lui donnes deux possibilités. Parce que en fait, ton compilateur derrière, lui, il a un arbre. Lui, en gros, il crée un arbre de possibilités. Et en fait, il arrive à un endroit, il faut qu'il aille à gauche et à droite en même temps. Donc en fait, lui, il est pas capable de décider pour toi parce que il sait pas ce que fait ton code derrière en tant que tel. Donc tu lui donnes, t'as du duplicat de code en fait à ce moment-là. Donc là le compilateur te dit, ah, t'as une erreur, overload point is ambiguous, blablabla. Et là, il te dit, ok, t'as un candidat qui est ce constructeur et un candidat qui est ce constructeur. Donc en soi, t'es obligé, Ok, d'accord. de modifier un des deux là. Et je me demande même D'accord, ça marche. si on fait ça. Ouais, s'il y en a qu'un seul qui a défini une valeur par défaut, ça va fonctionner parce que dans ce cas-là, c'est plus les mêmes constructeurs là. T'as plus les mêmes possibilités entre les deux là. Ok, merci. Ok. Ok, donc j'ai rajouté la méthode de la distance. Et après, qu'est-ce qu'on nous demandait de faire avec ça? Ok, donc après on est arrivé sur donc lab2 donc qui calcule la distance entre A.distance B. Tac tac tac, on nous demande de compiler, exécuter. Donc là si on l'exécute, la distance c'est 5. Vous pouvez le vérifier, mais c'est bien ça la distance entre les points 0, 0 et 3, 4. Ok, donc ça c'était... pourquoi en fait on nous demandait de faire ça exactement? C'était pour remettre la fonction de distance, je pense. Ok. Ensuite la partie B. Tac tac tac. Ah oui, ok, c'est bon. La partie B maintenant, donc vous pouvez récupérer le code et le copier-coller comme la dernière fois. Ce que fait la partie B maintenant, c'est on a récupéré une méthode test. Ok, hop. On a cette fois-ci notre fonction main où là on déclare un point donc avec le constructeur sans paramètres, un point avec des valeurs 3 et 4, donc le point B avec les valeurs 3 et 4, et le point C avec les valeurs 0 et 5. Et on déclare aussi un nouveau point qui est, donc là c'est un pointeur vers D, qu'on appelle un new point. Donc là on va aussi appeler le constructeur par paramètre. On envoie tout ça à la méthode test ABCD, et on fait un cout de ABCD. La méthode test, elle prend un point, une référence et un pointeur. Et là ça nous affiche, on fait un cout de P1, et après on fait P1 égale P2, le pointeur de P4 égale P3, et ainsi de suite. La première question c'est que fait ce programme, et après on le compile et on vérifie. Quelqu'un... Est-ce que vous voulez qu'on revoie exactement ce que ça fait en tant que tel, parce que c'est exactement la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure avec les hints. On peut repasser par-dessus si vous voulez. Ouais. Ok. Ok, déjà, première étape en général, là, c'est... Vous faites un petit make, là, essayez de compiler votre fichier pour être sûr que ça fonctionne. Là. Ok, donc là, déjà, la compilation est parfaite. Pour la compilation, rajoutez bien en dépendance .cpp. N'oubliez pas que si vous le faites pas, dans ce cas-là, vous allez avoir... il va vous dire qu'il comprend pas ce que c'est .h parce qu'il le trouve pas. Il va pas trouver les références vers point et ainsi de suite. Donc là, test A, le point P1. Là, on va faire un cout de P1.
P1 étant un point, ça va appeler l'opérateur cout de la classe point. Est-ce que notre classe point a la surcharge de l'opérateur cout? Oui, il est ici. Et la surcharge de notre opérateur cout, elle est définie dans notre code, ça va afficher parenthèse, le x, virgule, le y, parenthèse. C'est exactement le même code que la semaine dernière. À ce moment-là, cout P1, ça va nous afficher les coordonnées du point. Ça c'est standard, c'est je passe un objet à ma méthode, il va appeler la méthode dessus sans problème. Maintenant, si on fait P1 égale P2, P2 à ce moment-là c'est B, donc B le point 3,4. Donc là on lui dit P1 égale P2, ici, ça va modifier la valeur, donc le contenu de P1 va devenir le contenu de P2 là. Donc à ce moment-là, qu'est-ce que ça va appeler? Ouais, ok. Quelqu'un sait ce que ça va appeler ça? Pourquoi est-ce qu'on peut faire un P1 égale P2 à cet endroit-là? Sachant que là on utilise une classe custom qui est notre point, et pourtant on n'a aucune... c'est un opérateur le signe égal, on n'a pas de surcharge de l'opérateur égal. C'est pas le constructeur par copie? Exact. C'est le... Par défaut, ça va appeler le constructeur par copie en fait, qui est notre constructeur qui est ici. On peut essayer en fait juste d'aller dans notre point H là, hop, on commente notre constructeur par copie, on recompile, et là si on recompile, ah ouais non attendez parce qu'il faut que je l'enlève ici. Hop, hop, hop. Si on recompile ça fonctionne, et si on exécute ça va fonctionner? Non, B, pardon. 0, 0, 3, 4. Si on l'exécute ça va fonctionner aussi. Ah c'est marrant, j'aurais dit que ça marcherait pas. Est-ce que ça veut dire que par défaut il va appeler les constructeurs par copie des paramètres? Ouais, j'étais persuadé que ça C'est ça. Il fait la même chose que le constructeur par copie, mais il n'utilise pas le constructeur par copie. Ouais, Il fait juste copier les valeurs, c'est tout. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, il va appeler les constructeurs par copie des paramètres, et vu que là c'est des doubles et que les constructeurs par copie des doubles sont définis, il va appeler celui-là. Attends, on va faire un test. Point x x2 par exemple. J'ai quand même envie de vérifier. Non, il appelle pas le constructeur par copie. Attends, j'ai bien recompilé, j'ai bien exécuté. Non, ok. Mais là, de toute façon, tu le verras pas parce qu'on n'affiche pas après avoir fait la modification. Ah, l'affichage. Mais si on le fait ici, l'affichage. C'est cet affichage. Mais le Ah point, oui. il est passé par copie. Ouais, t'as raison, c'est ici qui serait modifié. T'as raison, je fais pas le cout au bon. Oups. Merde, comment j'ai fait? Ok. Ok, moi je fais un cout de P2. Ok. Il fait quand même 3-4. Non, ouais, il appelle pas le constructeur par copie dans ce cas-là. Plutôt P1, il faudrait afficher P1. Ah oui, c'est P1 qui est égal à P2, pardon. Excusez-moi. Ouf, on va y arriver. Tac, tac. Bien vu, bien vu. Ouais, non, il appelle pas, ça change rien. P1 et P2 ont quand même les mêmes valeurs que... Non, ouais, là il appelle pas le constructeur par copie. Bon, bah good. Ça l'appelle pas. À vérifier dans les notes de cours, mais d'après mes tests, je dirais que ça l'appelle pas. Ensuite, donc ça c'était pour P1 égale P2. Donc finalement, en fait, ça juste à copier les paramètres. Ouais, c'est bizarre. Faudrait que je me renseigne là-dessus, là, il y a un truc qui me perturbe. Ensuite, le pointeur P4 égale P3. Bah là, c'est la valeur pointée par P4 pointe vers la valeur de P3, donc l'adresse de P3. Donc on vient juste de déplacer le pointeur finalement. Et P4 est égal à P1, P4 étant un pointeur, donc P4 devient l'adresse de P1. P4... Ouais, exact. Donc en fait, ça veut dire que à cet endroit-là, ici, notre point P4 qui était donc à ce moment-là P4 qui est dans l'appel de la méthode, c'est D, donc le point 5, 0. Il va pointer vers P3 qui est le point C qui est 0,5.
Donc quand on exécute le code à la fin, donc ce que je fais depuis tout à l'heure en fait, si on recompile une dernière fois juste pour être sûr et qu'on fait l'exécution, ça veut dire qu'au début on faisait un C, donc là on a notre premier C de P1 donc qui est 0,0 parce que c'est la valeur par défaut. Notre valeur B, elle a pas été touchée ici, donc c'est toujours 3,4, et le point C a pas été modifié non plus, donc c'est toujours la valeur 0,5, mais D, cette fois-ci, il pointe vers la valeur de C qui est 0,5, et puis 5,0 comme c'était avant. Maintenant, en fait, là, depuis tout à l'heure, je compile. Est-ce que ce programme libère bien la mémoire? Est-ce que vous avez la moindre idée de si ça libère bien la mémoire, cette histoire? Donc là, en fait, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous connaissez votre cours absolument par cœur et vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche et on libère pas la mémoire. Sinon, si vous avez un doute, vous pouvez utiliser le logiciel Valgrind, qui est un logiciel open source. Et l'exécution, c'est juste Valgrind et votre objet compilé. Et en fait, là, ça va rouler votre programme et ça va écouter les espaces mémoire qui sont alloués et désalloués. Donc là, en fait, ça vous donne tout plein de logs intéressants. Bon, ça vous donne la version de créateur, machin, on s'en fout. Ça vous donne la commande qui est exécutée. Vous avez l'affichage qui est fait ici comme d'habitude. Et ça vous donne un résumé de la stack et des potentielles fuites de mémoire. Donc là, ça dit qu'au début, il y a 16 bytes et 1 bloc. Donc il y a 3 allocations. Il y en a 2 qui ont été libérées. Et donc ça fait un 73 000 bytes qui ont été alloués pour l'exécution du problème. Et là, ça nous dit, ok, là, en termes de mémoire, de perte de mémoire, t'as définitivement perdu 16 bytes. Et donc, qui était un bloc de mémoire. Là, ce que ça me dit, c'est, ok, t'as un bloc, donc un seul objet, donc une instance, un appel, une ligne en tant que telle, qui faisait 16 bytes, qui n'a pas été libéré, donc on a alloué de l'espace mémoire dédié pour cet objet, et tu l'as jamais libéré. Donc en fait, là, depuis tout à l'heure, à chaque fois que j'exécute, je perds 16 bytes de mémoire de RAM à chaque exécution du programme. C'est pas mal c'est une très très bonne source d'information Valgrind pour l'exécution de tout votre code dans le cours là. C'est pour tous vos TP vraiment exécuter Valgrind tout le temps pour vérifier que vous n'êtes pas en train de détruire votre mémoire. Maintenant la question c'est ok, il est où ce bloc et ils sont où ces 16 bytes que j'arrête pas de perdre depuis tout à l'heure? Le new point. Exact. En fait c'est la règle d'or un peu pour l'opérateur new en fait, c'est dès que vous utilisez l'opérateur new, il faut quelque part qu'en dessous vous ayez libéré la mémoire. Parce que en fait là c'est le new, on va directement faire une allocation sur la stack, sur la heap pardon. Sur le tas. Ouais, j'ai du mal avec les noms français anglais là. Donc en fait c'est dès que vous faites un new, là en fait vous avez déclaré un pointeur, donc en fait vous avez réservé vous-même l'espace mémoire pour cette valeur pointée. Et vous avez dit ok, moi je réserve cet espace mémoire, je m'en occupe, c'est moi qui m'en occupe parce que j'ai décidé de créer un pointeur vers un objet. Donc en fait bah là on arrive à la fin du programme, à aucun endroit j'ai supprimé la mémoire. Dans ce cas là il faut rajouter le delete D pour supprimer cet espace mémoire pour le libérer. Donc là maintenant si je recompile mon programme et que je réexécute Valgrind, là vous voyez que c'est exactement la même exécution, tout pareil, et là il me dit ok, à la fin t'as 0 byte et 0 bloc qui sont utilisés, t'as eu 3 allocations et t'as 3 libérations de mémoire, donc c'est parfait. Donc ouais, t'as une question? Ouais, on pourrait pas créer comme un autre destructeur pour qu'il précise le delete ou il faut toujours explicitement écrire delete quand on fait le new. Quand tu dis rajouter un destructeur, tu parles de modifier le destructeur de points? Ouais, ou créer un nouveau, non, comme qui fasse le delete pour que ça le fait tout seul, non? Ben, Il faut toujours le faire manuellement. En fait, le problème c'est que là tu me parles d'un destructeur de la classe point. Sauf que là, ici, je suis dans mon main. C'est pas ma classe point en tant que tel le problème. C'est mon main. Enfin, tu peux pas rajouter un destructeur à ta classe, à ta méthode main en fait. Ok. Le destructeur de mon point existe là. J'ai un destructeur de point qui existe, qui fait absolument rien, mais c'est normal. La méthode existe en tant que telle là. C'est juste que
par défaut, moi j'ai dit un new point. Donc j'ai pris la responsabilité. Ah oui, je vois. T'as demandé à C++ de te donner la mémoire là, donc maintenant c'est à toi de t'en occuper. Tu vois. La différence entre les deux ici, c'est que là quand tu crées juste ton point comme ça, donc là t'as pas demandé d'allocation de mémoire toi-même. La mémoire elle est plus allouée sur le tas, mais elle est allouée sur le. C'est en français, c'est la stack, non? Je crois. Je sais plus. Et donc c'est plus alloué au même endroit, et à cet endroit-là, c'est nettoyé automatiquement. À partir du moment où tu demandes une allocation sur le tas, c'est à toi de la nettoyer. Ok, ouais. Fait que les points de la ligne 11 se font genre dans le. C'est C'est la classe point qui le gère tout seul, c'est ça? exact, ouais. C'est C++ Ok. qui est c'est le compilateur qui s'en occupe là, mais ouais, Ah, ok, dans ce ok. cas-là, c'est pas à toi de les nettoyer. Ok, je vous remercie. Ensuite, pour Valgrind, vous pouvez. Attendez, hop. Vous pouvez utiliser des flags comme leakCheck égale yes, mais je pense que ça fait exactement la même chose que d'habitude là. J'ai trouvé ça tout à l'heure, là, j'ai pas testé dans plus que ça. Ouais, ça fait exactement la même chose. Ok, ensuite, donc là, est-ce que le programme mémoire et lumière? Ok, libération de mémoire, on l'a fait. Ok, donc maintenant c'est la question de, donc puisqu'on parlait de constructeurs et destructeurs, dans quel ordre sont appelés les constructeurs et destructeurs et à quel moment ils sont appelés? Ça, donc là, faut comprendre que notre point, donc on a un constructeur et on a un destructeur. Une version, c'est écrit dans le PDF du cours là. J'avais envoyé la page tout à l'heure, je l'ai plus là. Attendez, je vais récupérer le PDF de Baudry. Hein. Ok, c'est la page 34-35. Si vous allez à la page 34 de votre PDF de cours, je vous l'envoie ici. Hop. À la page 34, c'est écrit que d'abord, quand on fait un constructeur, ça va appeler les constructeurs des classes héritées. Okay, donc là, la classe point, elle a aucun héritage parce que c'est juste une classe point par défaut. Mais par exemple, si notre classe point, elle héritait d'une autre classe, on aurait d'abord appelé le constructeur de cette classe-là. Ensuite, on aurait appelé le constructeur de chaque variable. Donc en fait, là, on a nos variables qui sont un double x et y. Donc à ce moment-là, quand on appelle notre constructeur, il va d'abord appeler les constructeurs de x et y. Et ensuite, il va appeler le constructeur de sa classe lui-même. Okay, donc il va appeler le contenu du constructeur de point. Là. Ok. Ça, c'est pour un constructeur, on fait hériter attribut constructeur. Pour le destructeur, vous faites le chemin inverse. Ok. Imaginez que votre constructeur, c'est vous avancez sur une ligne droite. Pour détruire cette ligne droite, il faut reculer en arrière. Il faut faire exactement le même chemin dans le sens inverse. Donc ça veut dire qu'on va d'abord appeler le destructeur de la classe. Ensuite, on appelle le destructeur de chaque membre de la classe. Donc on va appeler le destructeur d'un double et d'un double. Et ensuite, on va appeler le destructeur des classes héritées. Si ça c'est écrit exactement page 34-35 du PDF de cours. Donc à ce moment-là, dans le labo, là, il nous demande de rajouter des cout sur nos constructeurs destructeurs pour voir ça visuellement. Ce qu'on va faire, tac, dans point.cpp. Donc là, si on remplace constructeur, donc c'est juste des cout pour afficher double point et juste visuellement. STD, c'est error, c'est pour envoyer l'output sur la sortie standard d'erreur. Ça change pas grand chose avec le cout là, ça vous l'affiche quoi. Donc là on recompile le programme comme d'habitude, on l'exécute encore une fois, et à ce moment là ça nous affiche les... alors là attendez, parce qu'on en a combien on en a 1, 2, 3, 4. Hop, ça nous affiche les 4 constructeurs, donc constructeur double, 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 double à chaque fois. Ensuite on a... mais c'est ça utilise bien le constructeur par copie. Ça, c'est à la copie de P1. Ouais, c'est P1 égale P2 qui appelle le constructeur par copie. Non, c'est à l'appel de la fonction P1 qui est copié à l'intérieur de la fonction test. Ouais. Juste pour revenir sur l'opérateur égal, quand est-ce que ça appelle le constructeur par copie? Quand tu initialises un nouveau point. Si, mettons, ici à l'intérieur, tu fais P5 point
P5 égale P2, à ce Ok, ok, moment-là, ça appelle le constructeur par copie. t'as raison, t'as raison. Ok, bon point, merci. Merci beaucoup. Ouais, effectivement, ça va être là-dedans. Donc c'est ça, ouais. Donc ça veut dire qu'en fait là, ici, ce constructeur par copie, c'est au moment du transfert du paramètre A qui est passé à la méthode test, puisque P1 devient P1 est une variable de scope, qui a un scope de la méthode. Ça appelle constructeur par copie pour transférer les paramètres dans P1, et après on peut jouer avec P1 qui est un nouveau point. Donc en fait c'est bien, le point P1 et A sont, en termes de mémoire, sont à 2 points complètement différents. Ensuite on a donc notre cout de 0,0. Et à ce moment-là, ça appelle un destructeur. Ce destructeur, c'est le destructeur de P1, qui était donc le nouveau point qui a été instancié. À la sortie de la méthode, ça va appeler le destructeur point pour détruire notre objet P1. La méthode par défaut va appeler les destructeurs comme il le faut. Ensuite, on sort de la méthode test. On a notre cout de ABCD, donc qui est le ABCD ici. Et après, à cet endroit-là, on a les 4 destructeurs, parce qu'on a ABC, donc les 3 points, plus le point D que j'appelle ici. Est-ce que tout est bon? Donc juste, je le rappelle encore une fois, là, c'est le quand on fait test A, je sais pas qui l'a confirmé ça tout à l'heure, là, mais c'est bel et bien le constructeur par copie qui est appelé pour transférer les valeurs de A vers la nouvelle variable P1 ici. Donc en fait, quand on fait P1 égale P2, le constructeur par copie avait été appelé à cet endroit-là. Donc on a déjà 2 points qui existent déjà en mémoire, donc ça fait juste transfert de paramètres entre A et B. Tout le monde est bon. Donc à ce moment-là, on nous demandait juste d'exécuter, de compiler, exécuter. Ensuite, on arrive sur la partie 5. La partie 5. Tac, tac, tac. La partie 5, c'est. Cette fois-ci, on a une nouvelle classe qui est un rectangle. Et ce rectangle utilise la classe .h. Et donc en fait, là, tout ce qu'on a. Donc là, cette fois-ci, on n'a pas de. On a déclaré notre classe directement dans notre fichier lab2 exercice 5. On n'a pas créé de rectangle.h ni de rectangle.cpp, on a mis directement la déclaration de la classe et la déclaration des méthodes en dessous. Ça c'est quelque chose qu'on va beaucoup faire dans le cours de C++ cette session là. Ce que ça va permettre, c'est vous allez, surtout pour vos structures de données, ça va vous permettre de transférer en un seul fichier, ça va vraiment vous simplifier la vie pour vos TP là. Vous allez juste avoir un seul fichier avec votre corps de classe et vos instanciations de méthodes. Ce que ça implique maintenant en termes de nomenclature, c'est que le constructeur de rectangle, donc en fait j'ai la possibilité de faire un one-liner, de mettre directement le corps du constructeur dans la déclaration, comme on faisait avant pour la classe .h par exemple. Bon on l'a pas fait ici mais on pouvait le faire. Là admettons le constructeur je veux le mettre en dehors de mon corps de classe. Ça veut dire qu'on va le mettre en dessous, mais dans ce cas là, je peux pas juste appeler rectangle parenthèse accolade accolade. Si on fait ça en fait là c'est C++ nous dit ah ok il manque un identifiant parce que tu es en train de déclarer une méthode rectangle mais lui il sait pas à qui ça appartient cette méthode. Donc en fait quand on met rectangle de points, donc je suis en train de dire ok je suis en train d'écrire une méthode qui appartient à la classe rectangle et la méthode en tant que telle, la méthode que je veux créer c'est la méthode rectangle. Donc c'est le constructeur sans paramètre rectangle. On fait exactement la même chose pour le constructeur par paramètre. Donc notre rectangle en fait c'est juste 2 points et c'est un rectangle là. Si vous faites entre 2 points, vous faites les lignes horizontales et verticales à partir de ces coordonnées de points, ça vous génère un rectangle. Donc en fait ces 2 points c'est la diagonale du rectangle en tant que tel. Donc maintenant qu'on a notre classe rectangle qui utilise des points, ce qu'on fait c'est on déclare 3 rectangles. Donc il y a un premier rectangle R1 constructeur par défaut, R2 constructeur par paramètre et R3 constructeur par défaut. À ce moment-là, on fait le pointeur R3 égale pointeur R2 et R1 égale R3. Et après, on dilite R1, R2, R3. Ce programme est-il compilable? Comment? Ok. Est-ce que ce programme compile? Quelqu'un a une idée?
Ok. Si on fait un make de ce labo 5, oui, il compile. Il compile pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun problème. Le code est. Les méthodes sont définies. Il n'y a apparemment aucun problème visuel sur ce code en tant que tel. Le compilateur l'accepte. La question d'après, c'est que fait ce. Tac, 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 tac. Ok, que fait ce programme? Et ensuite, c'est le deuxième constructeur initialise P1 et P2 de façon différente. P1, P2. Ah oui, ok. Le constructeur par paramètre ici, il y a effectivement deux façons d'instancier deux façons d'écrire le corps de ce constructeur ici. Il y a effectivement le point P1 qui est 2 points, point P1 parenthèse P1, et P2 égale P2. En fait, là, ce que ça fait... faudrait que je vérifie, j'ai pas envie de raconter n'importe quoi. De ce que je sais là, c'est point 1, parenthèse P1, ça appelle le constructeur par paramètre de la classe point, avec P1 comme objet. Bah là, du coup, dans ce constructeur par copie, excuse-moi. Et là, ici, c'est juste une assignation une assignation classique comme on a vu d'habitude. Alors, je suis pas sûr à 100% là-dessus, je dirais sûr à 90% que ça marche comme ça. Faudrait quand même le vérifier juste pour être sûr. Attendez, C++. Oui, c'est exactement ça. Le premier c'est une initialisation, puis le deuxième, c'est une affectation. Le résultat est le même à la fin, mais ce qui se passe derrière, c'est pas la même chose. Exact. Ça en tant que tel, franchement, vous pouvez le faire, c'est sympa, ça vous fait des constructeurs tout mignons, tout rapides là. D'après moi, c'est pas vraiment une super méthode de faire ça là. Ça fait juste votre code est beau là, je vous l'accorde. Mais en termes de standard là, c'est très compact. Si ça mène à la confusion très facilement. Ça coûte pas grand chose de juste faire deux lignes avec point 1 égale P1 et point 2 égale P2. Ok. Bon après c'est une préférence personnelle là, mais je trouve du code comme ça vraiment plus clair et limpide pour absolument tout le monde que du code compact comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Bon, vous faites comme vous voulez, hein, mais dans les deux cas, les deux fonctionnent, vous pouvez mélanger les deux comme c'est fait ici. Donc en fait, finalement, ce que ça veut dire, c'est que on va créer un nouveau rectangle où le point P1 c'est P1 et le point P2 c'est P2. Donc je vous rappelle que notre rectangle c'est 2 points P1, P2. À partir de là, l'énoncé, qu'est-ce qu'il demande? Tac, tac, tac. Ok, expliquer la différence, compiler, exécuter. Donc là, j'ai déjà compilé le programme. Ouais, j'ai rien modifié. Hein. Ouais, non. Oups, si c'est le bon ça. Ouais, je vais juste. Ouais. Je vais enlever les cout sur les points constructeur-destructeur. Ça fait juste. Ça pollue juste la sortie. Ok, là ce qu'il faut qu'on. Hop, je vais le refaire. Ok, là ici ce qu'on a là, c'est on a un magnifique message d'erreur qui nous dit free parenthèse double free detected in tcache2. Et vous avez un code d'erreur 83 284 abort core dump blablabla. Là en fait là ce qu'il faut comprendre c'est C++ nous dit ok là t'avais fait de l'assignation en mémoire et t'as essayé de supprimer deux fois un espace mémoire qui était alloué. Donc en fait c'est comme si vous avez créé, vous faites un new point et vous essayez de le delete deux fois. Donc vous demandez deux fois à C++ d'aller libérer cet espace mémoire en question. Mais bah, la première fois que vous allez le supprimer ça marche très bien, mais la deuxième fois bah, C++ il pète parce que genre c'est pas un espace mémoire qu'il avait gardé. Donc là il vous envoie l'erreur. Ok, alors maintenant le pourquoi est-ce qu'on a cette erreur, c'est là que ça devient un peu plus costaud entre guillemets. Pourquoi est-ce qu'on a cette erreur, sachant qu'on a un rectangle, donc on a un premier new, un deuxième new, un troisième new. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est à chaque fois que vous avez un new, vous faites un delete. Effectivement, c'est le cas. Le problème, c'est qu'entre les deux, là, on s'est amusé un peu avec nos pointeurs. Là. On a fait notre pointeur R3 est égal au pointeur R2 et R1 égale R3. Alors attendez, j'avais noté pour essayer de pas raconter n'importe quoi. Où est-ce qu'elle est, ma soeur? Tac, tac, tac. R3 et
ok, quand on fait R3 égale R2, ça veut dire que notre pointeur R3 va pointer vers le pointeur R2, ok? Où est-ce qu'il est passé, notre R3? Où est passé mon espace mémoire R3 là? Genre, le rectangle il existe en mémoire là. Moi j'avais l'adresse dans R3, sauf que quand je fais R3 égale R2, bah finalement genre mon R3 ça devient l'adresse de R2. Donc en fait j'ai perdu l'adresse de R3. Ce que là il faut comprendre c'est vraiment que genre, si vous faites un new, que vous demandez à C++ un new quelque chose, C++ il vous répond l'adresse là, il vous la donne, il fait ok très bien, prends ton pointeur. Mais par contre ce pointeur que je te donne, si tu le supprimes, si tu le changes, tu le modifies, tu le perds, bah tu l'as perdu là, t'as aucun moyen de le retrouver là. Donc en fait c'est, j'ai perdu cet espace mémoire, il est perdu à jamais. R3 il pointe vers R2. Donc en fait quand je vais faire un delete R2, bah très bien, mon R2 c'est mon adresse mémoire par défaut de base. Et quand je fais un delete R3, bah R3 c'est l'adresse de R2. Donc en fait je delete R2 et je redelete R2. Donc en fait là c'est vraiment genre, quand vous faites vos new, faites-le bien et vraiment genre, jouez avec vos pointeurs mais pas trop non plus là. Donc en fait maintenant comment est-ce qu'on peut... Parce que là du coup le programme s'exécute. Le programme s'exécute, enfin il pète au niveau de la ligne 30. Comment est-ce qu'on peut le régler? Bah en fait là on peut plus delete le rectangle en fait. Donc en fait là il y a plein de solutions possibles. C'est soit vous faites un pointeur R4 qui pointe vers R3 pour garder l'adresse de R3 en mémoire tout le temps, soit vous assignez plus votre valeur R3 égale R2, ou alors carrément enfin, ce programme fait absolument rien, donc c'est pas un super exemple, mais disons que le pointeur R3 il sert à rien vu qu'on le modifie directement pour R2. Donc là en fait il y a plein de façons de modifier le code, mais ce qu'il faut vraiment comprendre c'est, si vous récupérez votre pointeur, gardez-le là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? J'ai une question. Ouais. Dans la ligne 25, on a parce que on a créé les objets en pointeur. Fait que quand on remet étoile, on indique le premier bloc d'adresse, c'est ça? Ouais, vas-y continue. Ouais, fait qu'on dit que le premier bloc d'adresse de R3 est égal au contenu du non, premier bloc d'adresse de R2. Puis là, parce que je me demande comme ça serait quoi la différence vu que c'est déjà des pointeurs, si on faisait R3 direct égale à R2, non? Ce serait pas la même chose. R3 et tu parles de faire R3 égale R2? Ouais, comme ça. Bah si tu fais ça en fait là tu vas appeler c'est ça en fait, je voulais faire un cout pour afficher mes R3 et R2, mais le problème c'est qu'il n'y en a pas fait la surcharge de l'opérateur. Si tu fais un R3 égale, bah en fait R1 égale R3 finalement. Ton R1 c'est un pointeur, ton R3 c'est aussi un pointeur. Attends, tu peux répéter ta question s'il te plaît, j'ai oublié. C'était J'ai comme perdu mon fil. si c'est comme on transfère exactement les adresses ou le contenu parce que comme par exemple. C'est les adresses que tu transfères. Ok, fait qu'on va imprimer, ça va être genre de hexadécimal, c'est ça? Ouais, On en va fait c'est ça, imprimer. si t'affiches juste R1, R2, R3, ça va t'afficher de l'hexadécimal qui va être l'adresse là. Merde, c'est pas le bon mec celui-là. Hop. Si t'affiches R3, ça va t'afficher l'adresse mémoire là. Mais c'est pour ça que je voulais afficher l'adresse, enfin étoile R3. Mais le problème c'est que R3 c'est un rectangle, on n'a pas de surcharge de l'opérateur cout sur le rectangle. Ok. Je crois que tu disais l'inverse en faisant R1 égale R3 que tu peux l'adresse R1 et tu peux diviser R3 deux fois, non? Je dis l'inverse depuis le début? Ah, c'est possible que je dise l'inverse depuis le début. Je crois que tu disais l'inverse, c'est en faisant R1 égale R3 que tu perds l'adresse R1 et donc tu utilises R3 deux fois. Oui. Je dis l'inverse depuis le début. Ok, je suis désolé si je dis l'inverse. C'est bien quand on fait R1 égale R3 parce que... Ah, mais je me suis mêlé parce que c'est R3 et R1. Ok, ouais, je dis l'inverse depuis le début, exactement. L'idée est bonne derrière tout ça là, mais c'est bel et bien
Ouais, c'est ça, parce que quand tu fais R1, que c'est le pointeur R1, et quand tu fais R3, c'est le pointeur R3. C'est quand tu fais R1 égale R3 que tu perds ton adresse. C'est à cause de cette ligne-là ici. Je crois que je me trompe depuis le début, ouais, effectivement. Bravo David. Je suis désolé. Est-ce que tout le monde comprend? C'est parce qu'en fait, ici, on déclarait des pointeurs de R1 et pas des pointeurs et rectangles. L'idée en soi, c'est que si vous déplacez votre pointeur, il faut le garder quelque part en mémoire. Donc là, quand on fait R1 égale R3, bah, on écrase la valeur de R3, donc on a perdu notre pointeur. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Good. Donc c'est ça, pour le modifier, bah faudrait... En fait, si vous voulez le modifier, juste vous enlevez R1, vous enlevez R1, et ainsi de suite, et pouf. Et ça, normalement, ça devrait marcher. Si on refait un make, on roule notre programme, là ça fonctionne, bah ça affiche rien parce qu'il fait rien. Si on fait un valgrind de ça, on voit que hop, on avait bien le heap summary, là on a le total d'allocation qui est 3 alloc, 3 free, 72 000 bits qui sont récupérés, donc là on est bien. Donc en tant que tel, là si vous voulez le modifier, c'est vraiment juste le R1 qui, dans ce programme, sert absolument à rien parce qu'on fait un R1 égale R3, donc on écrase notre pointeur. Donc ça c'était pour la partie 5. Maintenant la partie 6. Ok, la partie 6 c'est l'analyse d'un programme et Baudry qui vous dit que c'est un exercice inspiré d'une question d'examen de mi-session. Tac, une des programmes compliqué quoi. Ok. Donc là en tant que tel, cette partie 6, c'est effectivement une question type d'examen. Qui est... Donc en fait toutes les questions de... Ok, en fait là je sais pas qui... Parce que théoriquement c'est Karl qui va faire vos examens, donc vous allez peut-être pas aller voir les mêmes styles de questions en tant que tel là, mais préparez-vous malgré tout à que les noms des méthodes ont absolument aucun sens et que les noms des paramètres ont aussi absolument aucun sens. Vous allez tout le temps avoir du F1, A1, A2, A3 et P1, P2, P3, P4, P5, P6. Là la classe Halo, donc on a déclaré la classe Halo ici. Qu'est-ce qu'a fait notre classe Halo? C'est une classe qui sert absolument à rien, qui a juste un paramètre public X. Elle est juste utilisée pour travailler sur les appels de constructeurs et destructeurs. Donc on a un constructeur par paramètre avec une valeur par défaut x égale 0, qui va vous faire un std cout de ax, un constructeur par copie, qui va assigner la valeur de x à l'autre valeur de x, et qui va vous afficher b avec la valeur, et un destructeur qui va vous afficher c et la valeur de x. L'objectif de cette question derrière, c'est de, si je me trompe pas, c'est de dessiner vous demandez de dessiner la pile d'exécution et d'afficher qu'affiche le programme et est-ce que la mémoire se libère bien. En soi, c'est une question d'examen. Pour faire ce genre de choses là, il faut prendre un papier, un crayon et commencer à écrire comment l'allocation de la mémoire se fait. La méthode F1 ici qui prend donc un objet Halo, une référence, un pointeur. Ça fait des opérations plus moins moins, ça A3 plus égale 1. Donc là A3 étant un objet Halo plus égale 1. Parce que ici c'est un... Ok, ça a bougé l'adresse. Et après la valeur pointée par X. Parce que A3 ici à cet endroit là c'est plus bas. Ok, c'est ici l'appel. Ok. La méthode main, on a un tableau d'objets Halo, donc de 3 éléments. On a un A qui est donc là A parenthèse 20, ça appelle le constructeur par paramètre, donc qui est le premier ici, avec la valeur 20 à la place de x. Donc A, le x de A est égal à 20. Ici on déclare un pointeur B vers un new Halo 5. Donc là le Halo 5 c'est comme le Halo 20 qui est au-dessus. C'est pas exactement le même, mais ça appelle la même méthode. Ici déjà là vous remarquez que hop on fait un new, donc forcément il faut qu'on ait un delete en dessous quelque part là, okay. Donc là déjà vous pouvez regarder un peu vite fait, ah ok on a un delete de B. Donc à condition qu'on n'ait pas fait n'importe quoi au milieu du code, on va théoriquement libérer la mémoire de notre pointeur B. Et ensuite on fait un pointeur C qui est égal à tab plus 1. Quand vous créez des tableaux là, quand vous déclarez une variable tableau,
si vous appelez table ici, si vous appelez tab, en fait ça vous retourne le pointeur vers le premier élément du tableau. Donc en fait, si on fait le pointeur C est égal à tab plus 1, ça veut dire que C va pointer vers l'élément à l'index 1 de notre tableau. Ensuite, on appelle la méthode f1 avec ABC, et on fait un stdcout pour le plaisir. Ok, donc déjà la première question c'est à la fin de la méthode f1, à quoi ressemblent nos paramètres ici là. Quels paramètres sont modifiés à la sortie de f1 et quels paramètres ne sont pas modifiés à la sortie de f1. Est-ce que quelqu'un a une suggestion, une remarque, une idée par rapport aux paramètres modifiés? Ok, pas de proposition, bah on va le faire ensemble. Ok, déjà la première question c'est A1. A1.x++, qu'est-ce qui va se passer? Rien, non? Au niveau du scope de la méthode, il va se passer quelque chose malgré tout là. Après, à la sortie, quand tu dis il se passera rien, c'est-à-dire Ouais, je pense à la sortie, donc c'est pas localement ce qui va se faire. ok, notre point A, c'est un objet classique qui a été fait avec le constructeur par paramètre. Donc effectivement, à la sortie, il se passera rien. Donc là, si on fait un ok, c'est std, c'est out de A. Bien sûr, il voudra pas parce que A c'est ok, donc on va faire A.x. En théorie, si je raconte pas n'importe quoi, le A.x devrait rester exactement pareil. L'abscisse. Hop, hop, hop. Oh punaise, ce truc pourri là. C'est bien l'abscisse, hein, ouais. Ok, on va commenter cette ligne et commenter cette ligne. Ah, parce que c'est aussi les constructeurs qui appellent plein de paramètres. Ok, attends. Hop, hop. Et on va rajouter un NDL aussi. Ok, alors je recompile. J'exécute. Ok, donc là c'est mon ici qui est là. On voit que la valeur par défaut à la base c'était 20 et à la valeur à la sortie c'est toujours 20. Faudrait que je mette un NDL au début en fait aussi pour que ça soit propre. Oups. Tac. Ok. Comme ça, tout le monde comprend bien. On a notre... Si on regarde en bas, on a notre ici 20 et notre ici 20. La valeur de A est bel et bien pas modifiée parce que tout ce qu'on fait c'est... On passe la valeur de A. On passe la valeur de A à la méthode et la méthode ici définie seulement pour le scope. C'est ça, c'était la tâche 3 je crois de mémoire. C'est... Ouais, ça c'est la tâche 3 qu'on a vue dans ce labo. Ensuite pour A2, est-ce que ça va modifier seulement dans le scope de la méthode ou aussi dans le scope de la classe? Sachant que ici A2.x A2 étant le pointeur B, okay, qui est un new hello 5. Je dirais oui. Ok, on va vérifier. Hop, il faut une flèche. Tac. Ok, là la valeur est bien modifiée parce que on passe un pointeur à notre méthode f1. Donc ça encore une fois c'était encore ce qu'on a vu dans le point numéro 3. On lui passe un pointeur, donc là je lui donne étoile B, donc c'est à dire qu'ici je mets esperluette A2. Je fais A2.x-, donc on modifie. Je prends mon adresse pointée par A2, je fais OK, je vais chercher X, je le modifie. Donc au début il est égal à 5, à la sortie il est égal à 4. Pour la valeur A3. A3 plus égale 1 et la valeur pointée par A3 de X plus égale 2000. Qu'est-ce qui va se passer ici? Sachant que C, c'est un pointeur vers l'élément du tableau plus 1. Donc l'élément pointé à l'index 2.
Donc là, en fait, si on regarde, parce que là j'affiche c.x, là en fait, si j'affiche c.x, ça va toujours m'afficher 0, 0. Parce que ma valeur c, ici à cet endroit-là, mon pointeur c, ok, mon pointeur c, c'est bien, il a une adresse quelconque en mémoire, qui va pointer vers cet élément, le premier élément. Par défaut, cet élément c'est 0, parce que notre tableau 3, par défaut, ça va initialiser les éléments à 0. Là, la valeur égale 0, la valeur égale 0. Parce que dans notre méthode, ici, on fait un 1,3 plus 1, plus égale 1, donc on déplace notre pointeur. Hop, hop, toc. Si on ne déplace pas notre pointeur ici, donc en fait, quand vous faites le A3 plus égale 1, vous déplacez votre pointeur d'une case dans votre tableau. Donc en fait, juste pour être sûr que vous compreniez bien, notre pointeur A3 là, il pointe vers, il fait ça par défaut, c'est ça le pointeur, ok? C'est la petite flèche qui est ici. Là. Il pointe vers l'élément du milieu. Quand je faisais le A3 plus égale 1, la petite flèche là va se déplacer d'une case. Donc la petite flèche elle fait ça. Elle se déplace ici vers la dernière case du tableau. Et quand je fais A3 flèche X, donc c'est la valeur pointée par A3, l'attribut X, tu le mets plus égale 2000. Donc c'est à dire qu'à la sortie ici, ma valeur ressemble à ça en fait. Ok? Mais plus égale 1 pour que ça soit correct. Quand j'ai fait mon plus 5, j'ai décalé mon pointeur. Le truc c'est que ma valeur A3 qui ressort à la fin, bah, c'était mon pointeur de base. Okay, mon pointeur de base en tant que tel, l'adresse qui était pointée, ça reste toujours celle du milieu. Donc qui était cette adresse là. Donc c'est pour ça que si on déplace notre pointeur dans la méthode, mais qu'on le ressort pas et qu'on le modifie pas en tant que tel dans le scope de la méthode main, bah la valeur pointée par C c'est toujours celle du milieu. Mais par contre la valeur finale en espace mémoire, la troisième valeur, donc sera quand même modifiée à 2000. Good. Donc tout ça on peut l'enlever. Enfin non, je peux le laisser en fait. Donc ça c'est notre méthode F1 qui fait tout ça, donc là elle modifie nos paramètres. Donc ça hop, je peux l'enlever, maintenant j'en ai plus besoin. Bon le cout NDL on s'en fiche. Ensuite maintenant on déclare un nouveau pointeur T qui pointe vers un new tableau de halo d'espace 4. Donc là ça crée un espace mémoire de 4 éléments. On fait T crochet 2 égale halo 9. Donc en fait ça veut dire que l'élément à l'index 2 est égal à un nouveau halo qui lui a 9 comme valeur. On affiche un NDL, on delete B, on delete T et on retourne 0. En fait ça a seulement... ces deux dernières lignes, là 44-45, ça a été fait parce que la question en tant que telle c'est qu'est-ce qu'affiche le programme. Et en fait je vous rappelle qu'à chaque appel de constructeur-destructeur, on a des A, B, C avec les valeurs de X à chaque fois. Là en tant que tel maintenant il faudrait prendre... pour vraiment bien le faire il faudrait prendre un papier crayon là, mais réalistiquement je vais pas prendre un papier crayon avec vous là. Ce qu'on va faire en soi c'est... Ok, on commence avec Halo Tab 3. Qu'est-ce qu'il appelle comme constructeur, destructeur, constructeur par copie, par paramètre, n'importe quoi. Lui, ce qu'il fait, comme je vous l'ai dit, c'est ça crée 3 éléments dans le tableau. Ça va appeler donc le constructeur des classes héritées. Il n'y a pas de classe héritée, c'est parfait. Les constructeurs des paramètres. Le constructeur des paramètres, bah, ça va l'appeler, mais lui, il fait pas de stdcout. Et après, il appelle le constructeur en question de la classe. Pour un tableau de tab 3, ça va appeler le constructeur par paramètre, qui est celui-là. Et ce constructeur par paramètre, donc là, x égale 0, donc il va afficher stdcout, donc il va afficher le A avec la valeur 0, parce que c'est la valeur par défaut qui est donnée ici. Et ça va l'afficher 3 fois, parce qu'on a 3 éléments dans notre tableau. Okay, donc là, si on regarde ici, dans l'affichage, ça nous donne bien A0, A0, A0. Pour les 3 premiers. Donc là, cette ligne affiche A0, A0, A0. Ça met des espaces parce qu'on a mis des espaces à la fin ici. Ensuite, la ligne d'en dessous, le halo A20, ça va directement, donc ça fait exactement la même démarche, sauf que là on n'est plus dans un tableau, mais ça va appeler dans le même ordre, donc les classes héritées, les paramètres, puis le constructeur.
ça appelle directement le constructeur par paramètre, donc forcément ça va afficher A20, A20 avec un espace. Donc là c'est bel et bien ce qu'on a en dessous. Pour le Halo B new Halo 5, c'est exactement la même chose, ça va appeler A5. Attendez, je vais juste enlever le... Hop, on va recommencer, comme ça va enlever mes trucs. Pour le pointeur C tab +1, est-ce que ça va afficher quelque chose? Théoriquement non, il n'y a pas de raison qu'il appelle quoi que ce soit. Donc là on est rendu au A5. Ensuite maintenant quand on fait, donc on appelle notre méthode. Donc comme on l'a vu notre paramètre ici, on passe en paramètre notre A, notre pointeur B et notre C. A c'est directement un objet, c'est un objet classique Halo. Donc là le paramètre qu'on s'attend à recevoir c'est un objet. Ici il va appeler directement le constructeur par copie. Constructeur par copie c'est celui-là qui prend un autre Halo en paramètre. Donc là encore une fois comme d'habitude hein, ça va appeler les classes hérités, les paramètres puis le constructeur. Le constructeur par copie lui c'est B. Donc là on voit que donc là cet appel ici pour A. Pour le petit A, ça va afficher B avec B plus le X qui est la valeur copiée de l'autre X, donc B20. Pour le pointeur B, est-ce que ça va afficher quoi que ce soit? Non, il n'y a pas de raison que ça appelle juste parce qu'on lui passe un pointeur. Et pour C, bah, c'est pareil parce qu'on lui passe un pointeur. Donc là, les deux vont rien afficher. Donc là, pour l'instant, notre affichage, c'est A0, 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 A20, A5 et B20. La méthode s'exécute. Dans la méthode, on n'a aucun appel de quoi que ce soit, on n'a pas de cout ni de constructeur, donc là ça affiche rien. Et on va sortir de la méthode. Quand on va sortir de la méthode, on a l'objet A, donc qui a été passé, le premier là, qui était passé en paramètre A1, qui lui avait été construit par le constructeur par copie, donc on avait dit ça a affiché B20. Ça veut dire qu'à la sortie, ça va détruire notre objet A1 ici. Okay, vu qu'il a été créé spécialement pour l'occasion, bah on va le détruire aussi spécialement pour l'occasion. Donc à ce moment-là, on va appeler le destructeur. Donc là, notre destructeur, il va appeler directement notre destructeur de C avec la valeur de X de C pour le A1, sachant que A1.x, on a fait un plus. Donc là, ça va pas appeler C20, mais C21. Donc là, ça va afficher C21 pour la sortie de... Hop, donc attendez, pour l'entrée de A, ça va afficher ça, point virgule, et pour la sortie de... Donc là c'est A1 en fait techniquement dans la méthode, mais... Et pour la sortie ça va afficher C21. Est-ce que là est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Est-ce que vous avez des questions, des remarques, n'importe quoi? Pas compris pour le C21. Ok, pour l'entrée de la méthode, on passe le paramètre A. Est-ce que tu es d'accord que ça va appeler ici le constructeur par copie pour transférer la valeur de A1? Ok. Ça veut dire que A1 ici, ça a appelé le constructeur juste pour la méthode. Ok. Avant même de rentrer dans la méthode, on a appelé un constructeur. Sachant que c'est C++ qui gère la mémoire pour toi à ce moment-là. Au moment où tu vas sortir de ta méthode, lui, il sait pertinemment que A1 a été construit spécialement pour l'occasion, donc il va le supprimer directement parce que ça sert absolument à rien de le garder en mémoire. Il va appeler directement le destructeur. Et vu qu'il appelle le destructeur à la sortie de la méthode, ça va afficher C21 parce que notre destructeur de Halo, il affiche C avec la valeur. Ok. Et la valeur de X dans la méthode F1 a été modifiée parce qu'on a fait un A1.x++. Correct. Parfait, juste bord de l'eau. Ensuite on fait un cout de tiret, donc là c'est visuellement pour séparer les objets. Ok, ensuite on arrive à la ligne 44, donc là on crée un pointeur vers un nouveau tableau d'allocation de 4 éléments. Donc ça c'est exactement la même logique que ce qu'on avait vu pour le tab 3. Cette fois-ci on a créé 4 éléments, donc ça va afficher 4 fois à 0. Donc là on peut directement, on le sait directement que ça fait ça. Ça on affiche 4. Et ensuite on a t-2 qui appelle le constructeur par copie avec la valeur 9. Donc là à cet endroit là, donc on a dit que notre... non pardon, pas le constructeur par copie, pardon, constructeur par paramètre. Donc ça va afficher A9 à cet endroit là ici.
Parfait. On fait... Tac, 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 ok, et là... Ok, après, on fait un std cout ndl. Ok, donc là, on ch une nouvelle ligne avant de delete nos tableaux et ainsi de suite. Si on regarde notre affichage en dessous, donc on a bien nos 4 A0, 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 0. On a A9, donc notre constructeur par copie. Et en même temps, ça appelle C9. Pourquoi ça appelle C9 là? Donc ça... pourquoi ça appelle C9? Est-ce que quelqu'un a une idée de pourquoi ça appelle C9? C, c'est pour le destructeur. Bah C c'est pour le destructeur, la valeur 9 c'est la seule valeur de notre T2 ici. Je pense que la valeur qui est dans T2, elle doit être détruite parce qu'on l'écrase avec une nouvelle valeur. Ouais, mais si on l'écrase avec une nouvelle valeur, en théorie ça va pas appeler le... même si on écrase la nouvelle valeur, ça veut dire qu'on appellerait le destructeur de cette ancienne valeur, donc ça afficherait... Par défaut, ça afficherait C0 en théorie. Ouais, en vrai c'est... Ça l'écrase après l'affectation. Ah, ça l'écrase après l'affectation. Ok, très bon à savoir. C'est l'explication que j'ai, mais c'est pas forcément vrai. Ouais, en vrai, sincèrement, c'est une bonne question. Ça, je sais juste vérifier quand même, juste pour être sûr que c'est pas moi qui ai fait n'importe quoi. Ouais, ça affiche bien C9. Ok, parce que donc là, ça nous crée un... Ah non, mais bah non. Parce que c'est pas à cause du delete T après? Non, non, c'est pas le delete T, parce qu'en fait, on fait une nouvelle ligne ici. Le delete T, c'est la dernière ligne à la fin là. Avec le delete B et delete T, c'est vraiment c'est la fin. T2 égale ça, donc T2. Ok, parce qu'en fait c'est le halo parenthèse 9 qui appelle le A9. Et donc après, donc là on instancie le paramètre, on instancie la partie de droite. Et après à T crochet 2, on assigne la valeur qui est la valeur de cet objet. Donc à ce moment-là, ça appelle le destructeur. Ouais, là sincèrement, je sais pas. Je vais regarder vite fait dans le PDF de cours. Là. Est-ce qu'il faut détruire l'objet qui est instancié à droite? Bah c'est ce que en fait c'est de ce que je comprends, c'est ça, c'est qu'il appelle le destructeur. Pardon, il appelle le destructeur de l'objet à droite, mais je vois pas pourquoi il l'appelle en fait. Oh, est-ce que c'est... Ah, ok, non, si, c'est bon. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. En fait, c'est... Ah, ok, ouais, d'accord, ok, non, c'est... Ok, good. On a T crochet 2 qui est égal à halo 9. Donc là, en fait, on a l'opérateur égal. Par défaut, notre classe halo n'a pas de surcharge de l'opérateur égal. Donc en fait, lui, il a besoin de la surcharge de l'opérateur égal, qui est pas la même chose que le constructeur par copie. Donc en fait, on a instancié halo 9 ici, donc ça va appeler le constructeur A9. Et ensuite, on a besoin de... ça a besoin de la surcharge de l'opérateur égal. Par défaut, ça va quand même fonctionner parce que nos paramètres de notre classe halo, c'est des int. Donc on a seulement un int x. Donc en fait, lui, par défaut, il va détruire l'objet de droite, transférer les... Enfin, il va d'abord transférer les paramètres et après détruire l'objet. Parce que en fait, c'est pas... Notre T crochet 2 ici, c'est pas un pointeur. C'est un espace... Enfin, c'est une variable en tant que telle. Donc en fait, c'est cet espace de mémoire qui est occupé par la variable, il va lui-même... Parce que T2 est déjà créé en fait, on a déjà appelé le constructeur ici. Il n'a pas de surcharge de l'opérateur égal, du coup il va détruire l'objet ici et juste récupérer les valeurs d'attributs. Parce que en fait finalement c'est ce halo 9 ici là, admettons que ce soit une variable, admettons on va l'appeler x, enfin non pas x c'est pas bon, admettons on l'appelle A4. Cette variable A4 ici, ça va pas devenir le contenu de T2, il va appeler il va copier les paramètres en soi. Donc en fait ce A4 il en a plus besoin
Donc il le supprime parce que c'est une variable qui va plus être utilisée. Est-ce que tout le monde comprend ça? Bon, c'est un peu poussé quand même comme logique là. Bah, je suis pas mal certain que n'importe qui a ça dans l'examen final, enfin dans l'intra, a quand même l'erreur à cet endroit-là. Là. Ok, donc là une fois une fois que ça a fait l'instantiation de A9, la destruction et le transfert des paramètres. Donc la std out, donc là c'est pour rajouter une nouvelle ligne en fait, pour visuellement on voit bel et bien qu'il y a le A9 C9 qui a été appelé ici. Et enfin on delete B et on delete T. Là donc tout ce qu'on a vu depuis le début c'était les appels de constructeurs avec donc là effectivement un appel de destructeur. Dès qu'on va delete, bah, ça va faire les appels de destructeur dans l'autre sens. Donc là si on va delete B, alors B à ce moment là donc on avait dit que c'était au début une assignation avec 5. Et je vous rappelle qu'on l'a passé dans la méthode, et dans la méthode on l'a modifié. On l'a modifié ici, à la ligne 24. Donc le delete B, à cet endroit-là, ça va afficher C, donc le destructeur, hein, c'est C avec la valeur de X, X étant 5-1, donc ça fait C4. Parfait. Ensuite, donc ça c'est seulement pour le delete de B. Pour le delete du tableau T, donc T c'est un tableau de 4 éléments, je vous rappelle, où le deuxième élément c'est la valeur 9. Donc ça va afficher C0, C9, parce qu'on va delete, on va encore une fois delete cet élément du tableau T à l'indice 2. Et après on va delete donc les deux derniers éléments, donc C0, C0. Ça delete tous les éléments de T. Et maintenant, quand on va sortir de notre programme, je vous rappelle qu'on a, on a instancié des valeurs ici. Hein. Okay, le à l'autre, tab 3, le tab 20 et ainsi de suite. Tac tac tac. C++, il va nettoyer la mémoire avant de sortir du programme pour éviter que vous ayez des fuites de mémoire comme n'importe comment. Donc là, en fait, il va delete. Donc là, il nous affiche. Donc là, le retour ici. Donc il va reprendre les paramètres dans. Dans quel sens il va les faire là, celui-là? Ok, donc là. Ok, donc là, il va delete les paramètres. Donc il va delete. Ah, ok, je vais juste vérifier un truc là, avant de dire n'importe quoi. Ok, non, tous les espaces mémoire sont libérés. Ok. Donc là, on était rendu, donc tac tac tac. Et les delete de fin de programme. Ok, il va delete. Ok, C20, C2000, C3. Ok, notre tableau C ici, notre pointeur C, pardon, qui pointe vers tab plus 1. On l'avait modifié celui-là, si je ne me trompe pas. C'était 002000. Et notre A qui était égal à 20 ici. Il va en fait d'abord delete les paramètres dans l'ordre inverse qu'ils ont été instanciés. Donc en fait il va delete, donc là la dernière variable qui a été instanciée en tant que telle c'était notre A20 ici. Donc il va appeler C20. Et après il va delete le tableau dans le sens inverse de l'instanciation des éléments. Votre tableau a été instancié index 0, index 1, index 2. Ça veut dire qu'il va être delete dans l'ordre inverse. Index 2, index 1, index 0. Donc il va delete le C2000. Parce que dans notre méthode ici, on avait fait la valeur pointée par A3 plus égale 2000. Donc comme je vous montre ici, là, le dernier élément c'est bien 2000. Celui d'avant c'est 0 et celui d'avant c'est 0. Donc il va faire C0, C0. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez instancié, si vous les avez construits dans un ordre, vous allez les détruire dans l'ordre inverse. Ce qui est écrit dans les diapos 34-35 de votre PDF de cours de Baudry. Mais du coup, quand on delete T, comment ça se fait qu'on le delete pas non plus dans le sens inverse? Ah bah si, du coup, T2, pardon, oui. C'est le troisième. Donc oui. Ouais, Ok. T2 c'est le troisième. Ouais, parce qu'en fait, ça aurait été mieux d'avoir plus d'éléments pour mieux le voir là, mais si admettons on fait, juste pour que ça soit un peu plus visuel, A3, donc non, du coup, ce serait
Euh, plus égal 10 par exemple. Ouais, non, ça va pas marcher parce que c'est. Est-ce que c'est juste ça qui veut pas? Ok. Admettons, je modifie le A3 avant de l'incrémenter. Et qu'on refait exactement qu'on recompile le programme et qu'on le réexécute. À la fin, en fait, là, ce que j'ai fait ici, c'est que par défaut, A3 il pointait au milieu. Ok. Donc en fait, cette ligne, elle est ici réellement. A3 pointe vers le milieu du tableau. Je l'ai incrémenté de 10. Donc en fait, à la fin, mon tableau ici, ça devient 10. Et là, 10. Ok. Donc mon tableau, c'est 0, 10, 2000. Lors de la destruction, ça détruit bel et bien 2000 en premier. Après, c'est 10 et après, c'est 0. Donc c'est vraiment le. On les a instanciés dans l'ordre 0, 10, 2000. Ça le détruit 2000, 10, 0. Et donc en fait, pour cet élément ici, c'est parce que c'est T2. Je pense en fait, je me suis trompé, j'ai dit 2 tout à l'heure en disant index 2, mais c'est la. Je crois que je me suis trompé tout à l'heure quand j'ai dit quelque chose par rapport à ça. Là. Enfin, en tout cas, par rapport au destructeur du tableau T2 ici. Là. Mais s'il y avait par exemple, s'il y avait plus d'éléments, ça aurait été. S'il y aurait eu plus d'éléments après, ça aurait été dans ce sens-là en fait. On aurait delete C0, C0, C9, et on aurait rajouté des éléments, les éléments on les aurait rajoutés à gauche en fait dans les appels de destructeurs. Enfin non, du coup à droite non. Ah je sais plus, je me mélange là. Mais en gros c'est. Faut comprendre que on instancie de gauche à droite et on détruit de droite à gauche. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ça? J'ai une question. Ouais, vas-y. Tout à l'heure, à la fonction F1, est-ce qu'on avait mentionné que le A3X qui est plus égal à 2000, est-ce qu'on avait mentionné quelque chose du fait que ça le détruit à la fin de l'exécution de la méthode, comme ça détruit l'objet, qu'on vient juste d'assigner le 2000, ou ça détruit rien dans ce cas-là? Non, en fait, non, ça détruit rien du tout parce qu'en fait, quand tu fais le Ok. A3 flèche X plus égal 2000, tu rentres dans ton objet qui est pointé par A3 et tu vas modifier la valeur de X. T'as pas créé de nouvel objet pour cette méthode en tant que telle. C'est A1 qui avait été créé, mais A3 c'est un pointeur en soi, donc t'as pas appelé de constructeur à l'entrée de cette méthode pour la valeur A3. Ok, ouais. Ah, c'est vrai, ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce qu'après, normalement, si je me trompe pas, c'est tout pour le labo d'aujourd'hui. Ce programme libère-t-il bien la mémoire? Donc ça, hop, attendez, on va le vérifier. Donc on fait un petit valgrind pour être sûr. Hop, oui, il libère bien la mémoire. Bah en fait, de toute façon, cette question là, vous le voyez une fois que vous avez écrit toutes les modifications d'espace mort, vous le voyez que la mémoire est bien supprimée. Combien d'octets Combien de... En fait, de base, La dans le code version source, Octa, c'est pas la direct même. plus. c'est Ouais, ça. voilà. C'est ce que c'est ce que je viens de réaliser en fait. Ah ok. Ah mais zut. Ok, parce qu'en fait la version de base. Ok. Bon zut, c'est ma faute. La version de base ne propose pas les delete en fait. Bon, bah écoutez, ça revient au même. On a quand même la. Ok, c'est pour ça que je comprenais pas la méthode là. Ok, ça, parce que la version de base n'a pas le delete B ni le delete T. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, vous avez fait un new pointeur, donc vous faites un delete du pointeur. Si vous avez fait un tableau, donc là, T, un new tableau, vous devez faire un delete crochet-crochet de ce tableau. C'est la petite différence entre le delete et le delete crochet-crochet. C'est, il y en a un qui est pour un tableau et l'autre qui est pour un pointeur. Donc en soi, c'est tout ce qu'on a pour le labo d'aujourd'hui. Si je me trompe pas, je vais vérifier. Je me demande même si Eric Baudry propose pas déjà une solution de ce labo sur son site, labo 2. Ok, c'est ça. Il y a la solution du labo 2, si vous voulez, vous pouvez la regarder. Je l'ai pas regardé en tout cas là. Je sais pas ce qu'elle vaut, mais normalement elle devrait être bonne. Là, je sais pas si c'est exactement les mêmes corrections qui ont été appliquées là-dessus. Ensuite, pour ce qui est de la semaine prochaine, pour ceux qui sont arrivés peut-être un peu en retard,
en fait, vu qu'on est 2 démos sur le cours de C++ cette session, Elliot va faire les démonstrations en présentiel la semaine prochaine. Et moi, je vais faire la démonstration à distance sur Zoom, donc ce sera le même lien Zoom que d'habitude. Comme ça permet à tout le monde d'avoir accès aux démos indépendamment de si vous êtes sur place ou non. Dépendamment de comment ça se passe, si jamais il y a vraiment des obligations académiques de faire absolument toutes les démos en présentiel, dans ce cas-là, on fera toutes les démos en présentiel. On va essayer comme ça, on va voir ce que ça donne, on va voir ce que les gens préfèrent et comment ça se passe. Ensuite, normalement, la prochaine démo, on attaque la classe tableau. Donc là, en fait, là depuis le début, on fait des tableaux d'objets. L'objectif, c'est d'avoir une classe dynamique, de pouvoir avoir des tableaux de taille variable. Donc on va coder tout ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette classe tableau, c'est une classe qui normalement, en tout cas historiquement sur le cours, c'est une classe qui est utilisée pour votre premier TP. Donc en fait, à partir de là, le format des démos va un peu changer, parce que j'ai pas le droit en fait de coder avec vous, mais j'ai le droit de vous expliquer étape par étape ce qu'il faut coder en tant que tel. J'ai pas le droit de coder, mais j'ai le droit de vous expliquer quoi faire. Et donc en fait, on va regarder cette classe tableau. Il y a des tests unitaires qui sont fournis pour cette classe tableau qui vous permettent de vérifier que votre tableau fonctionne bien, vérifier vos espaces mémoire. Et ce sera ça pour la semaine prochaine. Est-ce que vous avez d'autres questions? Aussi, oui, je me souviens que au début de la démo, oui, il y a quelqu'un qui... Ok, j'ai parlé du Discord en début de démonstration. Si vous voulez m'envoyer des questions, passez par le serveur Discord. Parce qu'en fait, vous pouvez m'envoyer des mails en soi. C'est juste que vous auriez beaucoup plus de chances que je vous réponde vite si vous m'envoyez un message sur Discord avec un petit bloc de code. C'est vraiment 1000 fois plus simple pour moi et je regarde beaucoup plus souvent le Discord que mes mails. Comment est-ce que je vous... Je vais rajouter un lien d'invitation au Discord dans le chat pour ceux qui sont pas encore... ceux qui sont pas encore dans le Discord. Ok, parfait, le savoir si vous y êtes. Merci David. Hop, un deuxième lien d'invitation qui amène au même endroit. Voilà, c'est globalement tout. Moi je vais rester encore jusqu'à 20h là si vous avez des questions. Et donc là j'ai enregistré toute la démo, je vais regarder comment on fait pour l'ajouter sur Panopto, là j'ai jamais fait. Et je vous tiens au courant, là je vais essayer de le faire ce soir ou demain là. Sur Discord, c'est ton pseudo ou Ouais, ton... moi c'est Hannibal119 sur le Discord. Je vous envoie. Hop. Il y a des. Dans le Discord, en fait, vous avez différentes channels avec les notes de cours. Et les sigles de cours. Donc en fait, si vous allez dans le cours session 4, vous avez directement INF 3105. Avec pas mal de jeux, pas mal de gens qui sont là pour vous aider à répondre aux questions là. Et c'est. N'hésitez pas à poser vos questions là-bas, là, ça marche très bien. Ok, merci.